La semaine du critique littéraire en ligne. Thème du jour, critique littéraire, menaces ou opportunités. Le panel, Prince Matoko, Angélique Leroy, Nelson Ouak, Yacine Sey. À la modération, Axel Averros. Bonjour, bonsoir, chers journalistes, et merci d'avoir accepté l'invitation de l'agence et autour de thème critique littéraire, maintenant une opportunité. Et comme vous savez, nous sommes dans une semaine de critique littéraire et dans ce débat, aujourd'hui, nous avons appelé le son alors Prince et le Matoko et Angélique Leroy. Et à la modération, je suis Axel Averroès de la République centrafricaine. Je suis écrivain, romancier, essayiste et poète. Et dans ce débat, nous allons discuter autour du thème, j'ai dit avant, autour du thème critique littéraire, menaces ou opportunités. Vous me recevez? Euh, Au niveau du son, bonjour à tous, ça coupe un petit peu. Cette fois-ci, ça va? Là, ça va mieux, oui. Merci. Voilà. Et je laisse le temps aux autres de se présenter. Et on commence par, si vous voulez, vous présenter. Avec grand plaisir. Donc bonjour à tous. Merci Acolyte et la semaine de Secrilo de m'accueillir pour cet événement. Nous allons débattre. La Marraine Joconde, c'est mon nom de plume. Angélique Leroy, mon prénom. Je suis poétesse française. J'ai écrit des ouvrages seuls, en duo et en collectif, notamment avec Pauline Ongono, où nous avons participé au projet de Carmen Fifamé Toudonou, qui est autrice-éditrice béninoise dans le collectif Sororité Chérie. Voilà pour ma présentation. D'accord, merci beaucoup. Et je ne vois pas enseigner ma coco. Et je ne vois pas aussi Nelson. Alors, on va passer un peu sur les questions régionales. On va passer aux 2 à 3 minutes sur une région. Je vois Nelson. Bonjour Nelson. Bonjour Nelson. Nelson. Angélique, est-ce que vous me recevez? Alors moi, je vous entends, je n'entends pas Nelson, mais quand vous entends, ça avec beaucoup de... C'est assuré en fait. Je crois que le problème, c'est au niveau de Nelson. Ah, Il c'est ne possible. nous entend pas. Parce qu'on le voit effectivement, mais on ne l'entend pas, non.
Bonjour Nelson, vous me recevez? Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Pardon un peu fort. Bonjour Nelson, nous sommes au moment de la présentation. Si vous pouvez vous présenter. Nelson, vous me recevez? Bonsoir, Axel. Je vous reçois 5 sur 5. Bonsoir. Pouvez-vous présenter Nelson? Alors, une fois de plus, bonsoir. J'espère que vous recevez tous. Si. Parfait, parfait. Je suis Papier de la bibliothèque centrale de l'université. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Je tiens à remercier mes équipes, à Gaspard. Oui, si tu peux enlever l'écouteur, on va bien dessus. Monsieur Axel, est-ce que vous pouvez être un peu plus audible? Je vous reçois à peine. Désolé, on ne vous entend pas du tout. Hein. Monsieur Nelson, si vous pouvez enlever l'écouteur, il est parti. Bon, bah, je me retrouve toute seule. Alors, je vais rire et meubler en attendant. Hein, je peux faire le clown de la séance, si vous voulez. C'est aussi une de mes spécialités, pour faire patienter. Je suis là. Parfait. Nelson, Oui, Axel. oui, j'espère que vous me recevez très bien. Si vous pouvez vous présenter. Allô, Nelson. Enlevez votre écouteur. L'image, elle est figée. Hein, je pense que là, c'est rompu. Oui, Ah. je pense Oui, qu'on étant donné que l'image est figée, ce serait bien de poursuivre avec Angélique. Et donc, il faut déjà lancer la discussion. Quand ce sera rétabli chez Nelson, on va bien. D'accord, merci beaucoup. Et on va entamer avec la première question. Angélique, selon notre thème, je crois que vous êtes écrivain, vous êtes poète, et votre thème d'aujourd'hui porte sur critique littéraire, menace ou opportunité. Que pensez-vous de ce thème? Critique littéraire, vous pensez comme une menace ou une opportunité? Alors, pour répondre à votre question, déjà, pour ma part, j'écris que de la poésie.
et une poésie neuroatypique, j'ai envie de dire, donc qui est spéciale et novatrice. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour répondre à la question, je serais nuancée. C'est-à-dire que, comme dans tout, il n'y a ni du bon ni du mauvais. Dans un premier temps, la critique, elle peut toujours être constructive, à condition que la critique ne soit pas influencée par un degré d'intérêt, parce qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec des réseaux, avec intérêt. Et donc, il ne faut pas que la critique soit influencée par rapport à ça, mais que ça soit une réelle critique de la personne, c'est-à-dire par rapport à son parcours de formation, par rapport à ses goûts. Maintenant, est-ce qu'il faut s'arrêter à une critique? Non, il faut multiplier plusieurs critiques pour avoir à peu près un avis pour donner envie d'aller plus loin dans la découverte d'une œuvre. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. D'ailleurs, quand on va au cinéma, c'est un petit peu ce qu'on fait, même si on voit une bande-annonce. Des fois, la bande-annonce ne va pas complètement nous convaincre. On va regarder les avis et c'est un peu les avis qui vont nous dire, bon, est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas? Ben, c'est un peu la même chose au niveau du livre. Comme on a souvent beaucoup de lectures en attente, eh ben, on essaie de prioriser nos lectures et c'est vrai que la critique peut nous orienter à répondre à un besoin du moment, soit par rapport à une émotion qui a besoin d'être nourrie ou par rapport à une information dans laquelle on souhaite accéder et qui va répondre à cette problématique du moment. Ça, c'est une première chose. La menace, c'est que c'est pas toujours constructif. Vous avez des personnes qui ne sont pas objectives, comme je vous disais, qui peuvent être influencées par d'autres choses. Hein. Nous sommes quand même dans un système capitaliste qui oriente les lignes éditoriales, j'ai envie de dire, et tout ce qui sort un peu du lot peut être, comment dire, contenu. Donc, ça à prendre avec parcimonie, mais je pense qu'une personne qui fait une critique, c'est une vraie aide pour l'auteur, en soutien à ce qu'il fait et une certaine forme de reconnaissance aussi de son travail. C'est vrai que quand c'est valorisé par un certain nombre de critiques, ça amène aussi à une évolution artistique, car l'auteur va se nourrir aussi de ces critiques. Ok, et merci beaucoup pour votre intervention, votre rapport. Et pensez-vous que nous sommes au 21e siècle, nous sommes à l'ère de la technologie, et en tant que poète, pensez-vous que la critique littéraire aujourd'hui, au 21e siècle, peut aider un écrivain ou un écrivain poétesse d'avancer dans ses écrits et comment cet écrivain poétesse, comment accepter la critique littéraire et comment mettre cette critique littéraire en pratique pour progresser dans l'écriture. Alors, je pense qu'effectivement, ça peut être une aide à la progression dans mon cas. Je suis un parfait exemple, en fait. J'ai un parcours, comme je disais, avec un fonctionnement neuroatypique, car je multiplie les difficultés. Hein. Je suis née avec des problèmes de langage, de prononciation, de structure dans les syntaxes pour écrire. Donc, c'est un vrai exploit pour moi aujourd'hui d'écrire avec mes forces et mes faiblesses et avec mon schéma de pensée. Et donc, dans la critique qu'on peut avoir de comment rendre accessible une certaine façon de comprendre qu'il n'existe pas qu'un schéma de pensée, peut être constructive. Si la critique, c'est, voilà, est-ce que vous pouvez expliquer davantage ce point-là pour qu'on arrive à accéder à votre univers, ce n'est que c'est que l'opportunité de se dire, ah, on intéresse la personne, elle a envie de savoir ça, elle n'a pas encore les clés, et ben je vais faire en sorte, par rapport à ce qu'elle m'indique, les clés nécessaires pour la suite. Ok, merci beaucoup. Et je vois ici nos panélistes qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir, Nelson. Bonsoir.
connexion pose problème. Oui, Je crois que c'est nous sommes en train de débattre, en train de discuter sur notre thème critique littéraire, menaces ou opportunités avec Angélique. Et vous venez d'arriver et sans plus tarder, je vais vous laisser l'opportunité de vous présenter brièvement avant de répondre à certaines questions. D'accord. Je suis enseignant de littérature à l'université de Berlin et il m'arrive aussi d'écrire. À ce jour, je suis lauréat du prix national de la nouvelle, Mathilda 2003. Et en ce moment, je travaille à la mise sur pied de la bibliothèque de l'université de Berlin, qui est le dernier fleuron des universités camerounaises. Ok. Merci beaucoup, très cher Nelson. Et comme vous savez, notre thème est la critique littéraire, menace ou opportunité. Et la première question, que pensez-vous de ce thème? Critique littéraire, est-ce une menace ou une opportunité? D'emblée, je dirais que la critique littéraire est une opportunité parce que quand on s'intéresse à l'univers de la littérature, et nous qui sommes profession francophone, soit littérature française, il est de notoriété que c'est la critique littéraire qui a permis l'émergence. Je peux aller loin. Je prendrais par exemple son roman Insoumission, toute la bataille qui a eu, la bataille qui a eu. Nelson est parti. Et nous avons... La littérature. Ah, il est de retour. Je vous entends mal subitement. Marcel? Vous m'entendez? Oui, là c'est mieux. Okay. Et si je comprends, il y a trop de problèmes. Vous me recevez la somme. Vous me recevez cette fois-ci. Si vous pouvez répéter. Là, c'est mieux. Oui, je disais tantôt, selon vous, vous venez de parler que la critique littéraire est une opportunité. C'est une opportunité pour l'auteur, pour l'écrivain de progresser. Et vous avez donné quelques exemples. Quelques exemples. Et croyez-vous que la critique littéraire peut être aussi une menace? Oui. Bon, je vais essayer d'être bref puisqu'on n'est pas à tout moment. Quand je regarde le paysage camerounais en ce moment, j'ai tendance à croire que la critique littéraire telle qu'elle est pratiquée constitue davantage une menace pour la littérature camerounaise. Je peux ne parler que du Cameroun parce que j'y suis et je pense avoir d'ailleurs là-dessus. Je prends une cas simple. Aujourd'hui, lorsqu'un jeune auteur publie son texte, Allô, Nelson?
Nelson. Ok, je reviens vers vous, Angélique. Oui. Et Nelson disait que la critique littéraire est une opportunité. Et de l'autre côté, il commençait à dire que la critique littéraire, quelque part, est une menace. C'est une menace. Et selon vous, est-ce que la critique littéraire est une menace aussi? Alors, quand j'ai essayé d'expliquer un petit peu, on est quand même dans un système capitaliste qui oriente souvent les lignes éditoriales, donc on n'est pas forcément dans la créativité non plus. Ce qui veut dire qu'on peut bloquer des possibilités d'accès à certains auteurs qui pourraient être contraires. D'ailleurs, on parlait un petit peu tout à l'heure des technologies et des IA qui vont filtrer certains mots ou des choses. Donc, on voit qu'il y a un peu un problème de liberté d'expression et en même temps de nous indiquer ce qu'on doit dire ou pas faire. Donc, je dirais que oui, c'est une menace dans le sens où on va nous dire ce qu'on doit aimer, on va nous orienter dans ce qu'on doit connaître. D'ailleurs, je me souviens, dans mon cursus scolaire, on nous orientait sur les œuvres à lire et à aimer. Moi, souvent, je n'étais pas toujours d'accord avec ce qu'on nous proposait. Et c'est pas parce que je suis pas d'accord que ça veut pas dire que ce n'est pas valable. Ce n'est pas une personne qui a la vérité sur tout, ou une majorité qui aurait, parfois par effet de mimétisme, qui aurait raison, parce que souvent les personnes vont dire la même chose que l'autre pour faire bien ou parce qu'ils auront peur de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc c'est là où c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que il faudrait que, pour que les choses fonctionnent mieux, c'est des critiques impartiales avec vraiment sa sensibilité personnelle. Mais on n'est pas encore dans ce monde, je ne pense pas en tout cas. Ok, merci beaucoup. Et nous avons notre analyste qui vient de nous rejoindre, Aimé Matoko. Bonsoir, Aimé. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Vous me recevez? Très, très bien. Ça va bien depuis Congo-Brazzaville. Depuis Congo-Brazzaville. Merci beaucoup. Pouvez-vous présenter tout petit peu? Bien évidemment, avec un immense plaisir, puisque c'est toujours un plaisir de nous retrouver à travers cette plateforme en ligne, connectés loin de nos frontières terrestres. Je suis donc Prince O, écrit 2016 sur la scène littéraire, avec un actif de 10 livres. Et les questions de ma... Ok, merci beaucoup, Aimé. Et nous allons commencer avec vous sur notre thème, critique littéraire, menace et opportunité. Que pensez-vous sur ce thème, la critique littéraire, que pensez-vous de cela? Allô, Aimé? Est-ce que vous me recevez, Aimé? Vous êtes là? Vous êtes avec nous, Aimé? L'image semble figée. Il y a un problème juste de...
Un problème de connexion. Ça... Aimé, vous êtes là, vous êtes avec nous? Je crois qu'il va nous rejoindre. Je reviens vers vous, Nelson. Oui, je Je reviens vers vous. suis à la scène. Donc, Ok, d'accord. En attendant, je reviens vers vous, Nelson. Quand vous parlez que la critique littéraire est une menace, vous n'avez pas encore terminé votre argument. Est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus? Ok, alors tout à l'heure, je disais qu'aujourd'hui, c'est une tendance que j'observe beaucoup chez les jeunes auteurs. Quand un auteur publie, un problème. les analyses C'est qu'il là. attend de son texte, pour lui, de manière générale, ne doivent être élogieuses. Et en mon sens, ça tue en réalité cette quête de la perfection, notamment formelle, parce que je fais pas mal de jeunes auteurs qui m'est arrivé de lire de refus. On constate qu'il y a une véritable chance de vie formelle qui a cette tendance à réduire la littérature à sa dimension idéologique et à oublier qu'avant tout, la littérature, c'est de l'art. Et quand on parle de l'art, on voit d'abord la dimension esthétique. Et puisque nous sommes en littérature, il y a le bien dire. Donc, bon nombre de jeunes auteurs aussi ne prennent pas le soin de se cultiver suffisamment, de travailler leur texte du point de vue critique, c'est-à-dire la phrase, les effets recherchés. Et donc, la plupart des textes aujourd'hui, même quand vous avez un jeune romancier qui a des histoires, en lisant, vous peinez à accrocher parce que le style n'est pas suffisamment étoffé. Vous ne prenez pas plaisir à lire. D'abord, ce plaisir du texte a tendance à disparaître. Et donc, une fois que vous attirez l'attention d'un jeune auteur sur des détails comme cela que je fais comme ça, très souvent la réaction est négative. Vous apparaissez subitement comme un gros. Et donc, je pense Nelson, si vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. Voilà. Si vous pouvez parler plus fort, Nelson. Développe en ne voulant entendre de leur ouvrage que des discours élogieux, a tendance à réduire la littéralité de leur texte. Et je crois que en restant sous ce prisme-là, ce n'est pas demain la veille que nous aurons un nouveau prix Nobel de littérature en Afrique, surtout pas en Afrique francophone. Ok. Merci beaucoup, Nelson. Et je reviendrai vers vous avec une question. Et Angélique, vous partagez le même point de vue que Nelson? Est-ce que vous pouvez me résumer ce qu'il a dit, ce que j'entendais pas bien en fait? Bon, Nelson il a essayé d'argumenter un peu que la critique littéraire, d'une part, est une menace. D'une part, est une menace de la manière que les autres critiquent les écrits. Surtout, il a mentionné le cas des jeunes auteurs, les romanciers qui sont en train de monter en puissance sur le point littéraire. Donc, il essaie de dire que la critique littéraire sur ce point, sur ce volet, est une menace pour la littérature, et surtout la littérature africaine francophone. D'accord. Alors, moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si la critique littéraire se repose uniquement sur
des règles, c'est-à-dire sans le cœur, effectivement, on peut passer à côté de beaucoup de choses. C'est vrai que pour moi, l'écriture, c'est important. Il faut qu'elle soit fluide, compréhensible, imaginative aussi, parce que personnellement, je n'aime pas trop quand c'est bateau. J'aime que ça me fasse aller ailleurs. Il faut pas non plus qu'il y ait trop de détails, parce que trop de détails tue le détail. Après, chacun a ses goûts, mais ce que je veux dire, c'est si les critiques littéraires, c'est se limiter comme un cahier des charges, à se dire, bon, est-ce que la personne, ce qu'elle a écrit, ça rentre dans ce cahier des charges ou pas, effectivement, ça peut être une menace parce que on passe à côté de vraies œuvres qui vont mieux nous transporter et aller dans ce qu'on recherche. Les habitudes ont aussi changé. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on est plus dans la rapidité. Je ne dis pas que c'est bien, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais en fait, on doit rechercher aussi une écriture qui va capter plus rapidement l'attention. Ce qui est un peu la même chose que les vidéos que l'on zappe rapidement, que l'on scrolle. Je suis pas en train de vous dire que je suis pour ça, non, je critique énormément ça, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi adapter les choses pour intéresser. C'est un peu la même chose pour les spectacles, avec les critiques aussi, où parfois ce n'est pas toujours justifié, on va confondre la personne à l'œuvre aussi. Donc voilà, c'est ça aussi qui peut être dangereux, c'est que il peut y avoir des fois un coup monté contre une personne, alors qu'en fait, il faut juger l'œuvre, par exemple. Donc la menace, elle est aussi là. C'est-à-dire que le parti pris, les influences du réseautage, j'ai envie de dire, peut mettre de côté des vrais talents. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui sont critiquées sont que des talents? Moi, je vais vous dire non. Voilà. Moi, je vais vous répondre non, malheureusement. Il y a beaucoup de personnes talentueuses que nous ne voyons pas, que les algorithmes ne vont pas mettre en avant. D'ailleurs, tout s'achète, hein, la publicité, le réseautage, tout s'achète. Et c'est pas pour autant que ces personnes-là ont du talent. Non. Après, c'est un avis très personnel, c'est un constat très personnel, mais c'est pour vous expliquer qu'en fait, là où la critique peut être intéressante, c'est si elle n'est pas assujettis à des intérêts ou à un pouvoir quelconque. Il faut vraiment que ça soit du ressort personnel et à condition, et j'ai bien à condition, qu'elle soit diversifiée. Et qu'est-ce que j'entends par diversifiée? Ça veut dire que normalement, on devrait avoir une palette de points de vue pour après faire son propre point de vue. Il n'y a pas que 98% de bons et 1% de mauvais ou vice-versa. Ça va pas, par exemple. Ça veut dire qu'en fait, on est vraiment dans quelque chose qui veut tuer l'œuvre ou qui veut tuer un artiste. Pour moi, il faut équilibrer les choses. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas faire l'unanimité, ça peut exister aussi, mais il faut être dans la construction. Je suis art-thérapeute et en fait, l'art-thérapie, ça consiste à voir l'individu dans son entièreté, c'est-à-dire dans son processus de création, qu'est-ce qui nous apporte. Et malheureusement, dans les critiques, souvent, ça manque ce côté cœur, en fait, ce côté, qu'est-ce que la personne va nous apporter en plus? Quelle est sa vision à cette personne? Peut-être que tout va pas nous plaire parfois, mais est-ce qu'on peut ressortir quelque chose de positif dans la critique? Pas forcément. C'est souvent très bien ou très mauvais. On n'est pas dans quelque chose qui va pousser vers l'avant l'artiste en question, parce que l'artiste se nourrit aussi des interactions sociales, c'est-à-dire pas uniquement les lecteurs, mais aussi de tout le système qui peut éventuellement le booster. Un artiste ne peut pas vivre sans des personnes qui vont aimer ce qu'il aime, enfin ce qu'il fait, quoi. Voilà. Ok, d'accord, je vois. Nelson est parti. Et quelle solution, chère Angélique, quelle solution proposez-vous pour faire avancer la critique littéraire d'une manière positive? Déjà, il y a un point de vue sociétal à revoir, c'est-à-dire la bienveillance. On est vraiment dans quelque chose de très violent aujourd'hui.
même on voit sur les réseaux sociaux la façon dont les artistes peuvent être insultés pour X raisons. C'est d'ailleurs souvent en dehors de l'œuvre qu'ils sont insultés. Déjà, moi, ça me choque terriblement. On peut ne pas aimer une personne, mais de laisser autant d'insultes profusées sans que personne n'intervienne, ça, je trouve ça inadmissible. Donc déjà, la bienveillance, et déjà, si on a un point de vue bienveillant et constructif, on sera déjà dans une critique beaucoup plus juste. Bien évidemment, quand on fait une critique, il faut parler par rapport à je et pas à nous. Les personnes qui vont faire une critique ne doivent pas parler à ma place. Ils ne doivent pas se dire est-ce que cette personne va aimer ce que je propose. Non, elle va parler par rapport à son ressenti à elle, par rapport à son expérience. C'est-à-dire que si la personne, effectivement, elle a fait des études littéraires particulières pour expliquer qu'il y a vraiment du style, une recherche de vocabulaire, qu'il n'y a pas de non-sens ou quoi que ce soit. Là, c'est normal de le souligner, c'est normal de le valoriser, bien évidemment. Mais derrière, il ne faut pas non plus que ça serve à dire que la personne, parce que souvent, c'est ce qu'on entend actuellement, on n'écrit plus comme avant, c'est nul, c'est bâclé, c'est plus ce que c'était. Et ça, c'est pas entendable. Il faut aussi savoir évoluer en fonction de son temps. Bien sûr qu'il y a des choses à mettre en place, mais peut-être aussi, il faudrait revoir comment on nous apprend aujourd'hui, parce que le système d'apprentissage est un vrai problème en soi. Donc, forcément, si tous les jours on nous dit qu'il faut aller vite, il n'y a plus le temps de lire correctement, il n'y a plus le temps d'écrire correctement, et donc forcément, ça crée des lacunes sociétales. Et donc, on ne peut pas reprocher aux personnes de faire des erreurs, quand même des journalistes font des erreurs de français dans leur façon de s'exprimer, qu'on le souligne même, alors qu'en fait, ce n'est pas leur faute, puisque tout le monde le fait. Tout le monde le fait sans qu'il y ait une pédagogie pour nous dire que c'est plutôt ce mot-là qu'il faut employer. En fait, tout le monde se renvoie la balle sur le malaise d'apprentissage que nous rencontrons. Ok. Donc, si je voudrais compléter le sujet, Axel, tu es revenu. Oui, je suis là. Et Nelson, j'ai une question pour toi. Tout à l'heure, tu avais parlé que la critique littéraire est d'une part est une menace. Et quelle solution hein, pouvez-vous proposer pour que la critique littéraire soit totalement une opportunité pour la littérature francophone et surtout pour les jeunes auteurs qui sont en train de monter? Le micro de Nelson est coupé. Parlez un peu fort, Nelson. Non, mais son micro, il est coupé. Ah, ça y est. Alors, pour répondre à cette question, je crois que je vais abonder dans le temps de Marianne. C'est un travail systémique qui devrait déjà remonter jusqu'au niveau système éducatif dans nos établissements. Voyez-vous, Nelson, en l'entendant, et vous voulez parler, Angélique? Oui, j'aurais tellement voulu entendre la réponse de Nelson, ça m'intéressait au niveau systémique, au niveau des apprentissages, parce que ça, c'est un sujet, je pourrais parler pendant des heures.
Oui. Parce que j'ai tellement de choses à dire sur les apprentissages. Comme je disais, je suis neuroatypique, donc je connais les difficultés déjà, même en étant neuroatypique, et ce qui n'est pas approprié. Mais en tout cas, pour que dans les solutions, déjà, il faudrait, au niveau de l'éducation, qu'on mette la place à plus de créativité. Alors, si je me suis reconvertie en tant qu'art thérapeute, c'est pas pour rien, parce que c'est vraiment un métier d'avenir, c'est-à-dire redonner un peu de dynamisme dans tout ça, et puis un peu secouer le cocotier dans tout ce qui est un peu, je dirais, coincé. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes coincées dans ce monde en pensant c'est comme ça, c'est ce cadre-là, et on peut pas aller en dehors du cadre, et c'est pas ceux qui sont en dehors du cadre qui ont tort, non. Il faut des gens dans le cadre et des gens qui sont pas dans le cadre. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la critique littéraire, il faudrait aussi qu'il y ait des neuroatypiques, c'est-à-dire des personnes qui ont une vision beaucoup plus large des choses, qui ont une imagination débordante et qui vont comprendre aussi des choses que les typiques ne vont pas comprendre. Alors, c'est pour ça que c'est là où ça peut être un peu dangereux, c'est-à-dire que comme on est principalement dans un système de normaux pensants, j'ai envie de dire, et ben, les neuroatypiques sont souvent mis de côté comme dans le système scolaire qui met souvent des enfants en échec, alors qu'en fait, ils sont doués dans beaucoup d'autres choses, qu'on appelle les intelligences multiples. Et donc, dans la critique, malheureusement, on reste sous une forme d'intelligence, c'est-à-dire celle linguistique. On ne va pas forcément aller au-delà du linguistique, alors qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une ère mixte média. Nous avons l'audio, nous avons les vidéos, nous avons la musique, on a des tas de choses pour rendre une œuvre vivante. D'ailleurs, c'est ce que j'aime, me dire qu'une œuvre se retrouve uniquement dans un livre, c'est triste au fond d'une bibliothèque. L'œuvre, elle doit vivre. D'ailleurs, quand vous lisez un livre, quand vous donnez voix vous-même à cette œuvre ou que vous écoutez l'auteur le dire, vous allez avoir une autre lecture, une autre compréhension. Et la richesse de la langue, c'est aussi les homophones. D'ailleurs, j'ai beaucoup joué avec le langage des oiseaux parce qu'en tant que dyslexique, j'ai appris à articuler, à beaucoup répéter, à faire syllabe par syllabe pour comprendre les mots et ensuite les prononcer comme je le fais aujourd'hui. Et donc, ça nécessite une autre ouverture d'esprit sur de quel départ on est et jusqu'où on va. Et le problème, c'est que le système est très dans les injonctions. C'est-à-dire, tu fais des fautes d'orthographe, donc forcément, tu ne travailles pas. Tu fais des fautes d'orthographe, c'est parce que tu n'es pas assez concentré. Or, médicalement, il y a des causes à tout ça et que le système ne veut pas répondre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des personnes qui soient irréprochables en orthographe. Mais pour autant, on ne doit pas enlever la possibilité à des personnes qui n'ont pas cette aisance de pouvoir créer. Et donc, je pense que dans le système dans lequel nous sommes, nous devons travailler en intelligence collective. C'est-à-dire de mêler les différentes intelligences pour que chacun ait sa place dans la société. Et la critique qui serait constructive, c'est cette critique en intelligence collective qui permettrait, dans une société bienveillante et qui permettrait de former un moteur pour que chacun ait sa place. Et c'est comme ça que moi je vois les choses en tout cas. Ok, merci beaucoup Angélique. Et quand vous parlez de la critique littéraire, et qui a l'habilité de porter une critique littéraire sur l'œuvre d'un auteur? Est-ce que la critique littéraire, toute autre personne a cette habilité de porter la critique, de critiquer l'œuvre d'un auteur ou Alors, c'est une très bonne question. Moi, je pars du principe que tout le monde est capable d'avoir un point de vue, à condition qu'il ne soit pas conditionné à ne pas être lui. Il est important, l'affirmation de soi, que chacun, sans être cloisonné à une façon de penser, puisse exprimer un avis conformément à ce qu'il pense. Ça, c'est vraiment un fondamental pour moi.
Donc, si je vais dans cette logique-là, j'estime que tout le monde, à sa façon, est capable de faire une critique, même si elle peut sembler légère, même si pour d'autres, elle sera étoffée. Mais un avis, pour moi, peut-être que certaines personnes, avoir 150 avis, c'est suffisant, et d'autres, peut-être en avoir 2, ça sera la même chose, je ne sais pas. Peut-être que d'une personne à une autre, ça sera différent, mais ça donne quand même une appétence à aller vers l'œuvre. On sait très bien que la culture, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprivoise. D'ailleurs, pour comprendre un univers ou comprendre une écriture ou même un langage, ça nécessite une certaine éducation pour accéder à ça. Le poète, lui, va avoir recours à la métaphore. Si la personne n'est pas capable de faire de la métaphorisation, parce que tout le monde n'est pas capable, hein, ça c'est vrai, et c'est pas mal de ne pas être capable, hein, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est forcément, il va passer à côté de ces détails-là. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour lui d'y accéder d'une certaine façon. Et c'est là où les différents outils sont importants. Ok, il va peut-être pas comprendre de cette façon-là, mais si visuellement j'apporte une information autre, si auditivement j'apporte une autre façon de le comprendre, et ben du coup il va y accéder avec d'autres émotions, d'autres compréhensions. La compréhension, elle n'est pas que rationnelle en fait. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que même une personne qui serait limitée dans son vocabulaire pour exprimer ce qu'elle ressent en critique, elle peut aussi le faire en dessin ou autrement. Et c'est là où j'apporte mon point de vue d'art-thérapeute. On sait très bien que parfois les mots ne suffisent pas à résumer une situation ou une œuvre. Parfois, il faut beaucoup plus. Il faut aller plus loin dans ce qu'on veut transmettre. Donc, ça demande une recherche. Et donc, une critique, parfois, ça peut être une petite bulle de bande dessinée avec un trait d'humour. Et ben, moi, je trouvais ça génial d'avoir une critique comme ça, par exemple. Chacun peut apporter une vie à l'œuvre. Moi, je pense qu'une critique, c'est une prolongation de la vie d'une œuvre. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et pourquoi j'ai posé cette question? Parce que on sait que chaque auteur, chaque écrivain a son style d'écriture, à sa manière d'écrire, à sa manière de véhiculer le message, de dire ce qu'il pense, d'aider les autres à comprendre son entourage, à comprendre la nature. Par exemple, un écrivain, un poète qui écrit avec son style, avec sa méthode, et est-ce que un romancier, par exemple, peut porter une critique? Parce que ce sont des deux personnes qui n'ont pas le même système, la même méthode d'écriture. Et dans ce sens, comment on peut parler de la critique littéraire? Oui, je vois parfaitement ce que vous voulez dire. Pour moi, il y a ce que j'appelle le côté, entre guillemets, professionnel, c'est-à-dire les personnes qui vont maîtriser la technique, et il faut aussi des personnes qui maîtrisent la technique, comme au cinéma, hein, où la personne va avoir le vocabulaire, ou même au théâtre, le vocabulaire particulièrement à la discipline, pour dire qu'est-ce qu'elle relève dans cet héritage de pertinent, dans cette transmission de cet art, ou est-ce que c'est un nouveau courant que la personne propose? Donc c'est intéressant de le soulever. Et puis après, vous avez les critiques, alors je ne sais pas comment on pourrait les appeler, si on considère pas que c'est littéraire, mais il y a aussi les critiques de cœur où on va mettre, même si je ne suis pas, par exemple, spécialisée en poésie, si je suis romancier, je veux dire comment je l'ai perçu. Je ne suis pas habituée à lire la poésie, mais j'ai eu la curiosité d'en découvrir. Et en fait, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que si on a réussi à convaincre quelqu'un qui n'était pas dans ce secteur à aller vers un autre secteur, c'est-à-dire qu'on a réussi à bouger ses habitudes. Et ça, c'est un grand pas. Ok, merci beaucoup. Et Nelson est là avec nous. Et Nelson, tout à l'heure, tu essayais de
de nous parler et de défendre ton idée sur la critique littéraire comme une menace et tu as essayé de donner des arguments, de donner des solutions pour pouvoir faire de la critique littéraire une opportunité, surtout pour la littérature francophone et pour les jeunes auteurs. Si tu peux terminer ce que tu voulais dire. Arcel, le verbe essayer est vraiment bien choisi. La technologie est vraiment quelque chose. Alors, je disais, pour faire court, que notre... Parlez un peu fort, Nelson. Je disais que notre système éducatif... Retirez vos écouteurs, s'il vous plaît. En quelque sorte... Cher Nelson, retirez vos écouteurs et parlez. Ah, d'accord. Déjà au niveau de notre système éducatif, il faudrait que l'on puisse encourager les apprenants à mettre en avant leur subjectivité tout en respectant le point de vue de l'autre. Et vu comment nos systèmes éducatifs sont construits, notamment dans l'enseignement de la langue, je pense que si ce préalable est établi, en acceptant que l'on puisse s'attaquer à tous les écrivains, même ceux qui font état d'être des modèles comme Victor Hugo par exemple, déjà on démystifie le fait qu'il y aurait des auteurs, entre guillemets, des modèles, et d'autres qui le seraient moins. Maintenant, tout ce qui est technique peut être utilisé pour justifier son appréciation, justifier son intérêt ou son désintérêt pour un texte. Mais je pense que au-delà de tout, il y a la question de la sensibilité. La littérature, comme la peinture, comme la musique, touche d'abord à l'âme. Et une fois qu'un texte nous a émus, une fois qu'un poème ou un roman a réussi à capter notre sensibilité, alors on est véritablement dans la critique littéraire. Et cela me permet de faire un pont avec ta question de tout à l'heure. En mon sens, un romancier peut naturellement donner un avis sur un texte poétique et inversement. En mon sens, tout est d'abord question de sensibilité. Une fois, petite anecdote, à l'époque, en classe de terminale, j'étais toujours amusé de constater que nos camarades qui avaient d'excellentes vocalises, qui avaient l'art de reprendre les chansons américaines, avaient de très mauvaises notes en anglais. Alors, elles chantaient sans rien y comprendre. Et parfois, tu voyais une jeune fille pleurer en écoutant une chanson dont elle ne connaît pas un traître mot des paroles, ou alors elle reprend les paroles sans véritablement percevoir le sens. Et je pense que cette beauté de l'art qui devrait à un moment donné prendre le dessus quand on analyse un texte. Oh là là là. Allô, Nelson. Nelson, est-ce que vous me recevez? En attendant qu'il nous rejoigne, je reviens vers vous, Angélique. Et je crois qu'il y a eu une question dans le cadre de votre travail. Vous avez déjà été l'objet d'une critique que vous avez trouvé injuste? Alors, je remercie Aubin de poser la question. En fait, quand on est touche à tout, multipassionné, on pense qu'on s'éparpille de trop. En fait, c'est quelque chose que j'ai trouvé ça injuste, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on veut que les gens soient spécialisés dans quelque chose, mais quand ils sont touche à tout,
curieux, dans la soif d'apprendre, à multiplier les formations. Ils sont vivement critiqués parce que souvent on va nous dire on n'arrive pas à te suivre. Et ça, c'est dur en fait. C'est même impitoyable. Justement, on devrait nous éduquer à être touche à tout. Alors peut-être que tout le monde n'est pas capable, hein, je l'entends, mais pour autant, ça ne devrait pas être une critique. Et souvent, enfin moi je parle pour la France, après je ne sais pas ailleurs, mais en France, on aime bien mettre des étiquettes. Même les artistes pluridisciplinaires, ils ont du mal à être reconnus dans leur pluridisciplinarité. Parce que ils sont bons dans un truc, il ne faut pas que ce soit bon dans d'autres choses. Et donc, pour revenir sur l'histoire de la critique, la critique, elle doit être aussi pluridisciplinaire, c'est-à-dire pas uniquement sur le texte. Comme l'a dit Nelson, il y a aussi le cœur, hein, j'insiste encore là-dessus, hein, moi je suis une ultra sensible. Donc, moi j'accorde beaucoup de plus l'association personne-œuvre, parce que pour moi, savoir qui est la personne compte dans mon appréciation, parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre une œuvre sans connaître la personne. J'ai déjà eu des textes, quand on passait les épreuves, par exemple au bac, où on n'a pas eu le temps de parler de l'auteur, et on passe à côté de l'interprétation parce qu'on ne connaît pas sa biographie. Et du coup, vous allez reporter l'histoire à votre biographie à vous, à votre compréhension, à votre carte du monde à vous. Et donc, vous passez à côté de cette compréhension-là. Et c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que ça s'éduque. Même parfois, il y a des œuvres abstraites que vous allez voir, sur le coup, ça ne va pas vous faire tilt forcément. Ou alors, ça va vous faire tilt parce que vous avez eu l'habitude de voir ce genre d'œuvre. Mais sinon, d'un premier abord, vous allez dire, bon, qu'est-ce que l'auteur il a voulu faire, pourquoi, et qu'est-ce qui va rendre intéressant son œuvre? C'est pas uniquement la technique qu'il aura fait. C'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. D'ailleurs, on fait beaucoup de biopics aujourd'hui parce que c'est ce qui nous captive aussi. Comment la personne a mis les choses en place dans ses processus créatifs pour nous accoucher son œuvre. Et c'est ça qui est incroyable quand on voit les sacrifices que souvent les artistes doivent faire pour arriver à obtenir ça. Si ensuite vous avez une critique qui est injuste en disant ce que vous faites c'est de la merde ou j'aime pas de façon pas très constructive, et dans ces cas-là, oui, c'est une catastrophe. Alors, je lis la prochaine question. Nelson et Angélique, comment une critique constituerait-elle une menace, une opportunité pour vous? Je pense avoir répondu à la question, hein, c'est-à-dire que moi, dans ma conception des choses, je suis pour la valorisation de chacun des savoir-faire. Je l'ai déjà dit dans d'autres conférences, par exemple, dans une œuvre, un correcteur, c'est indispensable, qu'apporte son degré d'intervention dans l'œuvre. Et pour moi, le correcteur, il est à valoriser dans son travail. Donc, quelqu'un qui ferait une critique, c'est un savoir-faire. Savoir faire une critique constructive qui donnerait sur plusieurs plans un point de vue en intelligence diverses, je dirais, parce qu'il faudrait apporter un point de vue linguistique, un point de vue au niveau de l'imagination, un point de vue sur le côté innovation peut-être, enfin faire plusieurs catégories qui en fin de compte permettraient de mettre les forces et les faiblesses de la personne sans pour autant dire que tout est mauvais ou tout est bon. C'est ça qu'il faut faire. Et donc, ça revient à la première question que j'ai répondu, c'est-à-dire qu'on a du mal avec le côté pluridisciplinaire. Et souvent, les critiques, c'est un peu sur une ligne. Ça ne va pas dans tous les sens. Et justement, il faudrait que ça aille dans tous les sens. Il faudrait apporter une critique diversifiée qui permettrait, comme dans le système éducatif, au lieu de te dire tu es mauvais en maths, en fait, en maths, on peut très bien ne pas savoir faire une figure géométrique, mais on peut être très bon en statistique, par exemple. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire relever dans un domaine qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est moins bon. Et donc, parfois, j'ai envie de dire aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est là où je vais parler de menaces, c'est qu'il y a aussi beaucoup de jalousie.
Et ça, on ne peut pas l'enlever. Il y a énormément de jalousie. Et la jalousie ne permet pas d'être aussi impartial dans un avis qu'on peut donner. Normalement, même si on n'aime pas une personne, par exemple, on peut la dissocier de l'œuvre, mais ce qui n'est pas toujours le cas. On va souvent faire le procès d'une personne et ne pas regarder que l'œuvre. Alors, si on devrait avoir cette réflexion-là, eh ben, on serait attristé de voir que beaucoup, en fait, n'ont pas eu la vie idéalisée qu'on pense. Hein. Tous les grands artistes ne sont pas des anges. Et pourtant, ça ne nous a pas empêché d'aimer leur œuvre. Sauf qu'on est un petit peu dans ce côté inégal lui... Enfin, on n'arrive pas à être impartial sur tout. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. On n'arrive pas à être juste avec tout le monde. Ok, merci beaucoup, Angélique. Il y a une autre question. Bon, Nelson n'est pas là. Et comment une critique constitue comme une menace ou une opportunité pour vous? Oui, bien sûr. Dans quel contexte? Donc, comme je disais, pour moi, il faut valoriser les savoir-faire. Donc, c'est important de tout mettre dans la chaîne, en fait. Quand vous faites un book, par exemple, quand vous allez dans un salon du livre, et que vous avez des articles de presse qui parlent de votre œuvre, ben, forcément, c'est valorisant. C'est comme quand vous étiez à l'école et que vous attendiez votre bulletin pour savoir quelle est l'appréciation du professeur et quelle est votre note. C'est pas que la note qui était importante pour vous, parce qu'on nous a éduqués comme ça. Attention, je suis pas en train de dire que c'est normal, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on nous a conditionnés à se dire que la gratification, elle est aux yeux des autres. Donc, comme on nous a conditionnés comme ça, forcément, quelqu'un qui aurait 30 critiques et l'autre qui en aurait 0, et celui qui a 0 critique, il se sent nul, du coup, parce qu'il n'en a pas. Parce qu'on fait aussi ce côté très compétitif, c'est-à-dire d'échelons de valeur, de comparaison, et en même temps, on ne va pas forcément mettre le même temps pour chaque personne pour essayer d'être juste dans la critique que l'on peut apporter. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Ok, merci beaucoup. Angélique, oui, une autre question. Si je comprends bien dans vos arguments, la critique littéraire est beaucoup plus une opportunité, parce que ça aide dans la croissance de l'auteur. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de la technologie, nous avons des applications, des logiciels qui peuvent aider un écrivain, un auteur à corriger ses œuvres, ses écrits avant la publication. En face de ce développement, cette croissance de la nouvelle technologie, est-ce qu'on peut dire que la critique littéraire est en train de perdre sa valeur? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, je vais essayer de répondre à votre question et en même temps à Jean-Pierre Noël qui dit pour ma part, la critique ne devrait qu'être une opportunité dans ce sens où elle est le service à la compréhension de l'art précisément d'une production littéraire. Je vais rassembler ma réponse dans ça parce que c'est très pertinent. Pour ma part, quand j'ai commencé à écrire, moi, je n'avais pas forcément très grande connaissance des différents courants littéraires parce qu'on les balaye plus ou moins dans le système scolaire. On n'approfondit pas, à part aller dans une école d'art ou autre. Et on m'a apparenté je cherche le nom, ça va me revenir. Mince. Au courant, ça va me revenir.
Bon, enfin, ça va me revenir le nom. Et quand j'ai recherché ce courant littéraire, effectivement, ça correspondait complètement à ce que je fais sans connaître ce courant-là. Donc, ça m'a donné des billes pour comprendre jusqu'où je pouvais aller dans cette orientation-là. Donc, c'est quand même intéressant parce que ça nourrit une curiosité aussi. Souvent, quand on ne connaît pas, moi je suis quelqu'un qui ne sait pas ou qui va dire oui, j'ai envie d'en apprendre plus. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est quand on apporte une notion de patrimoine en fait, parce que c'est notre patrimoine de l'humanité, dans tout ce qui a pu se faire en développement artistique partout dans le monde, en toute synchronicité, j'ai envie de dire, nous permet d'avoir un œil international sur notre œuvre dans ce courant. Et c'est ça qui est très intéressant. Et donc, par rapport aux IA et à la façon dont les choses évoluent, est-ce que ça menace de disparaître? Moi, je pense que chacun est acteur du changement. C'est-à-dire que si on n'accepte pas la critique ou si on n'accepte pas une certaine forme de qualité ou si on n'accepte pas de mettre nos propres conditions à nous, oui, les choses n'iront pas dans notre sens. À un moment donné, c'est à nous aussi d'exiger ce que l'on veut. Si on veut que la critique littéraire reste, avec des personnes qui ont une connaissance qu'il faut aussi valoriser, moi je dis merci à ces personnes-là qui existent. Je ne suis pas dans le rejet de ces personnes-là, on en a besoin. On a besoin de tout le monde en fait, dans tous ces savoir-faire, et ça éclaire et ça permet d'approfondir. Ok, merci. Et une autre question. Qu'est-ce qui pousse un auteur à redouter la critique? N'est-il pas certain de son écriture? C'est une très très bonne question, Ray. Alors, dans mon cas, forcément, moi, je ne suis pas certaine de mon écriture parce que, comme j'ai essayé de l'expliquer au début de l'émission, je suis multidys, donc dyslexique, dyspraxique, dysorthographique. Enfin, je cumule tous les 10 en fait, sans compter d'autres neuroatypies. Donc, forcément, j'ai été habituée à plutôt de la critique non constructive et méchante, plutôt que de la construction, à dire « Ah, t'as réussi à faire ça, ah, t'en es là, tu savais pas écrire, maintenant tu sais faire ça. » Pour aller plus loin, comment tu peux aller plus loin encore? Aujourd'hui, je reprends des cours de français, je vais reprendre des études à l'université au mois de septembre pour faire une licence art et spectacle, parce que j'ai cette envie de certifier mon parcours, parce que je n'apprends pas comme les autres. J'ai une façon d'apprendre neuroatypique, dont le système scolaire ne m'a pas permis de me développer correctement, et qui, en fin de compte, s'est aussi trompé, parce qu'en réalité, je suis une vraie littéraire. Je suis une vraie littéraire, mais qui a eu un développement où j'ai dû rattraper un certain retard. Je n'étais pas dans le rythme scolaire, entre guillemets, mais j'ai toujours travaillé plus pour arriver à la même chose. Et ça, personne ne va le souligner. Aucun critique littéraire ne pourra comprendre ce que c'est un 10. Un 10, c'est ta vie, et il ne saura pas à partir de où j'ai commencé et jusqu'où je suis arrivée. Et c'est pour ça que le parcours doit être valorisé. Et pour n'importe qui. Je ne parle pas de moi au-dessus des autres, je parle de moi parce que moi aussi j'ai le droit d'exister avec mes particularités. Parce que j'ai des problèmes de syntaxe, ou j'ai des problèmes de sens, ou j'ai des problèmes de compréhension de degré, ou j'ai des problèmes de prononciation, que je ne suis pas valable. D'ailleurs, aujourd'hui, je dépasse des choses qu'avant je ne maîtrisais pas. Et ça, aucun critique littéraire ne peut le soulever, parce qu'il ne connaît pas ce que c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est un sujet d'actualité. Mais moi, c'est quelque chose que je mets en avant. Pourtant, d'ailleurs, j'ai beaucoup de force. Vous savez, c'est quoi mes forces? Mes forces, c'est avoir une pensée arborescente. Je réfléchis très vite. C'est ce qu'on appelle le profil haut potentiel. Les hauts potentiels, en fait, ont énormément d'imagination. Je suis très prolixe. J'ai une façon d'accéder à la connaissance où je pointe des choses que les autres ne voient pas. Mais ça,
personne ne le mettra en évidence parce qu'il y a une méconnaissance des différents types d'intelligence. Et donc, redouter la critique, oui, parce que ça fait mal. Un ultra-sensible ne va pas se dire non, bah, il peut toujours parler, qu'il cause. Forcément, ça fait mal. C'est même très douloureux et c'est même désolant que la personne ne puisse pas comprendre que ton parcours, c'est pas mon parcours en fait. Et pourquoi tu n'es pas capable de comprendre mon parcours quand moi, je n'ai pas de jugement sur le tien. Et donc, en réalité, même si ça fait mal, j'ai une force résiliente qui me dit, bah, de toute façon, je sais que j'ai raison dans ce que je fais. C'est plus compliqué que les autres parce que je vais vraiment là où les autres ne vont pas, c'est-à-dire de ne pas avoir recours à la triche. Je ne fais pas appel aux IA pour écrire à ma place, ni à un ghostwriter, même si je n'ai rien contre les ghostwriters. Je fais tout par moi-même. Est-ce qu'un critique littéraire dira que la multidisque que je suis a fait ça toute seule? Non, il ne le dira pas parce qu'il ne sait pas par quelle étape je suis passée. Sans remédiation cognitive, de plus est, j'ai dû apprendre à surcompenser par moi-même. Et je me suis surcompensée parce que j'ai aussi une certaine forme d'intelligence qui m'a permis de le faire. Mais ça, aucun critique littéraire ne pourra le dire. Et pourtant, dans la façon dont je dis mes textes, ils sont uniques. J'ai une façon de déclamer mes textes que personne n'a fait jusqu'à présent. Et j'apporte du théâtre dans ma façon de faire de la poésie. Et aucun critique littéraire ne l'aura soulevé dans mon originalité. Mais pourtant, je continue, parce que je sais ce que je fais vibre dans mon cœur. Et je sais ce que je fais est quelque chose de nouveau, et que forcément, ça prendra du temps pour que les personnes comprennent mon univers. Merci beaucoup, Angélique. Et je crois une autre question. Est-ce que la personnalité, le titre de l'écrivain peut influencer la critique littéraire? Aujourd'hui, nous avons des écrivains, des auteurs qui ont remporté des prix. Est-ce que cette personnalité de l'auteur, de l'écrivain peut influencer une critique littéraire? Oui, parce qu'il y a des personnalités qui ne sont pas compatibles ou qui ne veulent pas comprendre les autres. C'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Tout le monde n'est pas hyper empathique. Je ne dis pas que l'hyper-empathie, c'est l'ange et zéro défaut, pas du tout. Mais un hyper-empathique va être plus à l'écoute de la différence que le contraire. Et donc, si une personne est terre à terre, c'est-à-dire c'est comme ça et pas autrement, et qu'elle a un problème de rigidité, j'ai envie de dire, elle ne sera pas vraiment dans l'objectivité. Elle va être par rapport à son cadre de référence à elle. Et si on devait avoir que des clones de soi, on n'aurait pas le monde diversifié devant nous. Et ça serait fort dommage. Pour qu'on soit dans cette ouverture d'un autre monde, c'est-à-dire de se dire que ce qui est en face de moi n'est pas moi et que c'est aussi intéressant à valoriser, il faut que j'ai cette ouverture d'esprit de me dire, OK, c'est pas ma façon de m'organiser, c'est pas ma façon de faire, mais est-ce que ça me touche? Et quand ils enlèvent cette barrière-là, je pense qu'il y a des choses qui se passent. Mais tant qu'ils ont gardé cette barrière-là, ben, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Donc, ça a une grande influence, j'ai envie de dire. Bien sûr, quand on voit un petit peu les jurys ou même ceux qui donnent des prix aux écrivains, moi, je ne suis pas contre, mais on sait très bien qu'il y a aussi toute une monétisation derrière. On va me dire que je fais du complot en disant ça, mais je le pense sincèrement. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que je ne dis pas que ces personnes-là ne méritent pas. Je pense que toutes les personnes qui ont un parcours et qui donnent énormément de travail dans le domaine dans lequel ils font méritent. Mais ce que je veux dire, c'est que on voit bien qu'il y a souvent les mêmes visages qui apparaissent, etc. Et on se pose, il y a des questions à se poser. C'est que peut-être qu'à un moment donné, il faut laisser la place à d'autres et limiter les répétitions de prix pour les mêmes personnes, pour laisser la chance à tout le monde. Après, certains vont dire, bah oui, mais on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, il faut aussi mettre les personnes, entre guillemets, sur un piédestal parce qu'elles le valent. Mais moi, je ne suis pas pour cette échelle des valeurs. On revient un peu à ce sentiment de supériorité.
normalement, entre êtres humains, on ne devrait pas se sentir en supériorité, on devrait apprécier les gens pour ce qu'ils sont par rapport à ce qu'ils apportent. Et c'est un petit peu, en tout cas, ce que je souhaite véhiculer en message. Ok, merci beaucoup. Et Angélique, il y a une autre question. Une critique littéraire d'un professionnel qui montre de manière objective les failles d'un texte, est-elle injuste? N'est-ce-t-elle pas une opportunité de s'améliorer? Non, je ne pense pas que ça soit injuste. Je pense que tout est à débat. Il faut la discussion. Peut-être que la personne n'a pas compris forcément dans quel but tel mot a été employé ou pas. Moi, c'est vrai, j'emploie beaucoup de néologismes. Dans mon cas, il y a des mots que j'emploie par rapport à la façon dont je les ai appris. D'ailleurs, quand on vit dans les cités, souvent, il y a des mots qui sont employés d'une certaine façon, qui ne seront pas employés de façon nationale, ce qu'on appelle le jargon du coin, je ne sais pas comment vous dire, donc qui va être votre expérience de vie, votre mot à vous, que vous vous êtes approprié, mais qui ne sera pas forcément compris de façon littéraire d'un point de vue national. Pour autant, ça ne veut pas dire que le sens du mot que vous avez dit est faux, c'est juste que la personne ne l'a pas compris comme vous, puisqu'elle n'a pas la même référence que vous. D'ailleurs, l'humour, c'est un peu la même chose. Vous allez rire de la même chose à condition que vous ayez la référence de cet humour-là. Sinon, vous ne riez pas. Et culturellement, on s'en rend compte. D'ailleurs, si les publicités sont adaptées à certaines formes d'humour selon les pays, c'est qu'il y a bien une raison, c'est que tout le monde ne rigolera pas de la même façon. Et ben, c'est la même chose pour l'usage d'une langue. Il y a parfois des mots qui ne sont pas vécus de la même façon, qui vont avoir une portée autre, et qu'aujourd'hui, juste un dictionnaire qui va peut-être détailler le sens premier, le sens deuxième ou troisième du mot, en fait, n'est pas forcément un mot qui est vécu de façon moderne. Voilà ce que j'ai envie de dire. On appelle ça une langue vivante, et la langue vivante ne s'arrête pas aux académies. La langue vivante, elle est aussi dans les quartiers. Et donc, un critique qui dirait, bah là, il y a un défaut de langage ou étymologiquement, ça ne correspond pas à ça, etc. Peut-être, mais sauf qu'entre-temps, ce mot a été remployé dans un autre sens, comme une forme de néologisme, mais avec un mot qui existe déjà, et qu'il a réemployé d'une autre façon, et qui permet une certaine cohésion sociale, une référence culturelle dans un groupe donné. Ok, et merci beaucoup. Et faut-il connaître forcément le profil de l'écrivain? Je crois que ça, c'est une question très, très pertinente. Faut-il connaître forcément le profil de l'écrivain pour apprécier son texte objectivement? Le texte ne suffit-il pas? Je crois que c'est une question très, très pertinente sur le profil de l'écrivain. Alors, j'ai un petit peu répondu à cette question tout à l'heure, mais je vais repréciser un petit peu plus. Dans les épreuves du bac, quand on n'a pas étudié un auteur, on peut passer à côté de l'interprétation. Alors, encore plus en poésie, hein, j'ai envie de dire. La poésie se prête plus aux multi-interprétations liées au vécu que les autres registres. Et encore, hein, je ne suis pas certaine de ce que je dis, parce qu'après, ça dépend des vécus des uns et des autres. Mais en tout cas, pour moi, c'est important parce que si on prend l'exemple de Victor Hugo ou même de Charles Baudelaire, quand ils ont écrit, ils font référence à des personnes et si vous ne connaissez pas leur biographie, bah, vous ne pouvez pas savoir s'ils parlent d'une femme, s'ils parlent de sa fille ou quoi que ce soit. Et même s'il peut y avoir des indices ou quoi que ce soit, tout est relatif. Parfois, vous pouvez avoir un amour fusionnel avec votre enfant et vous pensez qu'il parle à une femme alors qu'en fait, il parle de sa fille. Enfin, c'est là où c'est compliqué. Chacun ne va pas forcément retranscrire ses émotions de la même façon, ni la même intensité. Peut-être que pour certains, ça sera trop, mais justement, on ne peut pas dire que c'est trop si on n'a pas les sentiments de la personne. Un ultra sensible est souvent jugé en faisant de trop ou pas assez. Mais justement, si on ne comprend pas qu'il est ultra sensible, on ne va pas comprendre pourquoi il va mettre beaucoup d'émotions dans les mots qu'il va utiliser, par exemple.
Il y a d'autres personnes, ça sera dans l'implicite, ça sera moins explosif dans les adjectifs, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas émotionnellement parlant non plus. Mais ça va permettre de comprendre comment la personne intériorise ou extériorise une émotion, et donc de se mettre entre guillemets dans la peau de l'auteur ou du personnage selon ce qui est écrit, pour être en symbiose avec l'œuvre. Ok, mais merci. Et je crois qu'il y a une question pour Axel et pour Angélique et Axel. Et peut-on dire que la critique a cessé d'être littéraire? Alors, je parlais de mon cas, je ne vais pas forcément être juste parce que je n'ai pas assez de recul sur ça. Dans mes 2 premiers ouvrages, j'ai Nadine Capircio, qui est correctrice et critique littéraire, et également poétesse, qui a fait un merveilleux texte pour parler de mes œuvres. Et on sent vraiment la finesse de la connaissance de la langue de sa part, mais aussi son côté très poétesse, c'est-à-dire qu'elle a vraiment fait quelque chose très stylistique pour donner envie de découvrir mon univers. Et je trouve que ça apporte une touche supplémentaire. Comme je disais tout à l'heure, ça donne encore plus de vie à une œuvre, une prolongation de l'œuvre, et d'avoir le regard des autres avec leurs mots, j'ai envie de dire. Je trouve ça magnifique, en fait. Je trouve que c'est important de se dire, bon, voilà, moi je l'ai ressenti comme ça, mais comment l'autre l'a ressenti? Et ça nous fait grandir indirectement. Parce que des fois, ça réveille même des choses en nous qu'on n'a pas conscience. Ça réveille des choses psychologiques, j'ai envie de dire, dans notre introspection qu'on n'a pas vues et qui va nous aider à évoluer. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de connaître la biographie de l'auteur pour l'analyse d'une œuvre, car si la personne est encore vivante, eh ben, ça l'aide aussi à progresser dans l'interprétation que ça projette. Voilà. Oui, et moi je dirais que la critique ne peut pas cesser d'être littéraire. Et dans ce sens que, comme nous savons tous, la critique littéraire, quand on parle de la critique littéraire, et nous sommes dans la littérature, il y a une question de principe, il y a une question de méthode, des styles d'écriture. Chaque auteur a sa manière, a sa méthode de véhiculer son message. Et si on me demande de porter une critique littéraire sur l'œuvre de l'auteur, comme Angélique venait de dire, oui, la meilleure façon de connaître aussi l'histoire de l'auteur. Mais moi, je dirais beaucoup plus le contexte dans lequel l'auteur essaye de parler. Dans quel contexte et quel style l'auteur utilise? Quelle méthode l'auteur utilise? Si je porte une critique littéraire sur l'œuvre d'un auteur en respectant ses principes d'écriture, les styles, la méthode, je crois qu'à ce niveau, la critique littéraire ne peut jamais cesser d'être littéraire. Mais si je pars en dehors de ces principes, de ces styles, et je crois que ici on peut dire que la critique littéraire peut cesser d'être littéraire parce que je porte une critique sans tenir compte de la méthode, des styles et du contexte de l'auteur. Donc, pour que la critique littéraire reste une critique littéraire, pour aider l'auteur, je dois rester dans ce milieu en respectant la méthode, en respectant le principe, et l'autre là, la principe, et en respectant aussi le contexte de l'auteur. Donc, je crois à ce niveau, on ne peut pas dire que la critique littéraire ne peut cesser d'être littéraire. Et il y a une autre question d'Emmanuel. Le texte
est-il généralement écrit avec un sens multiple par l'auteur? Pourquoi retrouvons-nous multiples interprétations au niveau de la critique? C'est une très très bonne question. Donc, comme j'essaie de l'évoquer à plusieurs reprises, nous avons tous notre carte du monde, donc notre schéma de pensée. Dans ma façon d'écrire, si je peux parler pour moi, c'est très métaphorique et je dis que j'écris de la métaphore dans la métaphore et c'est des images, donc des images, c'est comme si je faisais du théâtre ou du cinéma dans un mot en fait. Hein, il se passe quelque chose comme une bande dessinée en fait. Hein, quand j'écris un vers, il se passe une animation d'idées en fait. C'est une arborescence d'idées qui génère d'autres idées. Donc, pour la comprendre, il faut comprendre mon univers, il faut connaître des éléments de ma vie pour accéder à cette compréhension. Et si je reprends la critique littéraire de Nadine Capircio sur mes 2 premières œuvres, elle l'a très bien compris parce que, déjà, elle est poétesse, parce que elle a une ultra-sensibilité similaire à la mienne, donc elle a pu accéder à ça. Mais c'est vrai que des personnes qui n'auraient pas forcément les mêmes codes pourraient avoir une autre interprétation, mais en même temps, moi, je ne suis pas contre une autre interprétation. Justement, c'est ça le respect. Et tu l'as très bien souligné aussi, c'est-à-dire que le respect, c'est de se dire, bah, si la personne ne l'a pas compris de la même façon, mais qu'elle a compris autrement par rapport à son vécu, il n'y a aucun problème avec ça. Je ne vais pas lui dire, non, c'est faux, c'est pas comme ça que tu aurais dû le comprendre, c'est une erreur. Non, pas du tout. Je vais dire, ah, c'est intéressant ce que tu me dis, d'apporter cette lecture par rapport à ta propre vie ou par rapport à tes connaissances. Ça va justement compléter mes métaphores. Ça va les enrichir. Je vais me dire, mais c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça, qu'on aurait pu le voir dans cette image-là, ou qu'on aurait pu aussi le comprendre comme ça. Et c'est là où c'est intéressant, l'intelligence collective. C'est la confrontation des idées ensemble. Ok. Merci. Merci beaucoup, Angélique. Et moi, je dirais que tout se tourne autour du respect de la méthode, les styles de l'auteur et le contexte. Si on me demande de porter une critique, je crois la meilleure façon est de respecter le contexte de l'auteur. Cherchez d'abord à connaître le contexte dans lequel l'auteur veut passer son message. Et beaucoup plus aussi souvent de l'époque. Beaucoup plus souvent de l'époque. Par exemple, si on prend un auteur comme Albert Camus, avec son livre L'étranger, si on nous demande de porter une critique littéraire sur ce roman, il est nécessaire de faire un recours dans l'époque dans laquelle l'auteur a écrit L'étranger, le contexte et le style d'Albert Camus, la méthode. Je crois que c'est dans ce sens qu'on peut parler réellement d'une critique littéraire. Je suis entièrement d'accord avec ce point de vue. C'est les clés de compréhension pour accéder justement à ce que la personne a voulu nous apporter. Si on se réduit à notre propre lecture, on ne peut pas évoluer en fait. Il faut compléter avec la clé de compréhension de l'auteur et avec le contexte dans lequel il a écrit. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous sommes déjà à la fin de notre réunion et un grand merci à toi, Angélique. Et je crois à travers cette rencontre, on a compris beaucoup de choses, surtout l'importance de la critique littéraire, qui est une opportunité pour l'auteur de grimper, de progresser dans ce style d'écriture. Et je suis totalement, je peux dire, je suis ravi de partager ce moment avec vous.
de parler de la littérature, de la critique littérature, et comme une menace ou une opportunité. C'est un plaisir partagé. Je vous remercie également. Merci beaucoup. La semaine du critique littéraire en ligne. Thème du jour, critique littéraire, menace ou opportunité. Le panel, Prince Matoko, Angélique Leroy, Nelson Ouak,